Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. On va parler Bitcoin, aujourd'hui on va parler Ledger, aujourd'hui on va parler Binance, aujourd'hui plein de choses à dire très intéressantes, j'espère que ça va vous plaire, on commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi. Peut-être trouver votre propre style d'investissement. Que ce soit sur le court, moyen, long terme, je vous l'offre gratuitement et je l'utilise depuis plusieurs années. Et m'offre d'excellents résultats. Que ce soit sur les cryptoactifs, les marchés traditionnels, je fonctionne de la même manière. Et elle est faite pour vous. On va parler Bitcoin très rapidement. J'ai essayé de retravailler la fractale de 2019. Donc j'ai tout simplement copié-collé la fractale de 2019 juste ici en m'appuyant sur la MA200 en weekly. Voilà ce que ça donne. Donc c'est plutôt cohérent, pour être tout à fait honnête avec vous. Je reste foncièrement bull, hein, vous me connaissez. Bitcoin n'a jamais été bear, donc je suis bull et foncièrement bull sur ce marché, sur des grandes time frames. Et c'est plutôt pertinent en réalité, puisque si on n'avait pas eu en fait le Celsius, enfin Terra Luna et potentiellement FTX, je pense qu'on aurait peut-être pu grind cette moyenne mobile de 100 pour retrouver en fait cette forme de fractale. En somme, ça nous renverrait très proche des 48 000, 52 000 $ si on refaisait la même partition qui s'était passé en 2019. Est-ce que c'est cohérent ou pas? Oui, c'est parfaitement cohérent. Personne ne connaît l'avenir, et puis si les market makers et si les opérateurs de ce marché ont décidé de pousser ce Bitcoin plus haut du sol vers le haut, c'est complètement possible pour eux, et c'est eux qu'on attend bien évidemment. Sur une représentation technique, c'est extrêmement simple pour les boules, et c'est ce que je vise actuellement. Dès lors, c'est boules. Tant qu'on conserve la moyenne mobile en 200 personnes, vous l'avez en 200 périodes, pardon, vous la voyez ici en rouge. Vous voyez cette moyenne mobile de 100 périodes? Tant qu'on la tient, honnêtement, c'est boule. Donc pour les bears, rien n'est gagné. Néanmoins, pour les boules, rien n'est gagné non plus, puisqu'on est en train de consolider, de latéraliser, plutôt sur les supports actuellement. Et généralement, on achète des supports, on ne les vend pas. Hein, donc soyez conscients de cela. Généralement, les bears se sont positionnés un peu plus haut et éventuellement attendront les replis ou des pumps, si vous voulez, pour essayer d'aller chercher des zones de rechargement de vente logique. Vendre ici à levier de vente, c'est difficile. Hein, pour être tout à fait honnête avec vous. Maintenant, si on reprend une fractale avec un billet institutionnel vis-à-vis d'un ratio de 1 pour 1, c'est parfaitement jouable. Si on prend éventuellement un billet investisseur, donc plus amateur si vous voulez, avec des ratios de 2,5 ou 3 pour 1, c'est également possible puisqu'on remettrait en doute finalement cette tendance de fond haussière en weekly si on venait s'affranchir des 19 432 $. Une mèche suffit bien évidemment pour remettre en cause une tendance. Dès lors, vous pouvez très bien tirer en fait votre stop ici. Donc on est ici sur des ratios de 1 à 3 avec des leviers d'achat maximum de 3. Hein, c'est pas du x20, c'est pas du x50, c'est pas du x100. Hein. Gardez-nous bien de faire ce type de choses, puisque investisseur long terme, swing trader, ici, je suis plutôt dans ce cas de figure-là, moi je ne fais que du swing. Mais c'est en fait prenable finalement, pour aller chercher des objectifs et aller chercher des poches de liquidité complètement logiques, voire un 618 de tout le précédent mouvement, exactement ce qui s'était passé en 2019. Donc j'espère éventuellement que ça vous permet de voir différemment la chose, peut-être d'avoir un billet contrarien si vous êtes plutôt bear et un billet de renforcement si vous êtes plutôt bull, mais clairement, je le dis, je le répète, bull, ne perdons pas cette MA200, parce que c'est clairement ce qui nous tient. Vous avez également sur la même time frame, en fait, cette moyenne mobile 20, vous la voyez en jaune ici, sur les 25 000 $. Donc je le dis, je le rappelle, c'est vraiment trop évident. Ou peut-être très évident, peut-être pas trop, c'est jamais trop quelque chose, mais c'est très quelque chose. Donc c'est très évident de se retrouver sur les 25 000 $. Donc comme tous les chemins mènent à Rome, en tout cas sur ces fameux supports des 25 000 $, que ce soit sur Ichimoku Kinkoyo, que ce soit un bas de nuage en weekly, que ce soit notre moyenne mobile 20, que ce soit plein de choses, je me dis soit on n'y va pas, soit on va y aller, et très franchement, on devrait même la dépasser pour aller chercher plus bas sur ces déséquilibres de marché. Mais vous avez des déséquilibres de marché qui se trouvent actuellement sur les 25 000 $ ou 24 500 $. Donc je reste sur mon narratif, soit on y va franchement et on le dépasse, soit on n'y va tout simplement pas, et je conserve donc ce trade que j'avais mis en place il y a quelques jours maintenant, ou quelques heures maintenant, oui, c'était quelques jours, juste là, et puis si je me le fais éclater, je me le ferai éclater. Hein. Je pense très franchement qu'on n'ira pas juste chercher les petits 25 791 $, c'est soit on y va franchement et on le dégomme, soit on n'y va tout simplement pas. Donc je reste tout simplement dans ce narratif-là. Voilà, vous avez à peu près mon scénario, ma représentation, si on reprend une fractale de 2019, et il faut se bouger les fesses, il ne faut pas se mentir là-dessus, puisqu'on est presque à la bourre. Logiquement, on devrait aller chercher du gain relativement vite, relativement fortement, dans les prochaines, j'ai envie de dire, dans les prochaines semaines. Donc c'est pour maintenant. Donc s'il faut faire quelque chose, amis opérateurs de marché, amis market maker, amis
agrégateurs de flux, j'ai envie de vous dire, bah, c'est maintenant qu'il faut agir, puisque ils nous attendent ici vers la fin mai, tout simplement. Alors on peut peut-être tirer jusqu'à début juin si vous voulez, on n'est pas 2 semaines près, vous connaissez les marchés financiers, vous faites un petit peu ce que vous voulez, mais dans l'idée, voilà, c'est plutôt clairement ce que j'encadre, une très belle accélération haussière, une 5 étendue, hein, et un avalement aussi, un arrachement haussier comme jamais, qui mettrait tout le monde de court, et pourquoi pas faire un petit peu de FOMO pour pouvoir prendre nos profits lorsqu'ils se présenteront. C'est exactement ce que je ferai ici. Côté poche de liquidité, vous en avez, hein, vous avez raison. Actuellement, vous en avez aux alentours des 25 000 $. Donc, est-ce que c'est du spoofing? Est-ce que ce sont des ordres qui mettent comme ça? Et puis, en fait, très rapidement, vous voyez, quand le cours commence à y assez intéresser, bah boum, ça s'efface, c'est pas complètement impossible. Et vous avez des whales, en fait, qui maintiennent ce cours, tout simplement. Tout le monde est en train de vendre, les 100K jusqu'à 1000K, les 1000, 10 000, 10 000, 100 000, 100 000, 1 million. Tout le monde dans les chaussettes, sauf les grosses baleines qui maintiennent ce cours. C'est uniquement elles qui feront le prix de ce Bitcoin. Il n'y a plus de liquidité, ou très peu de liquidité. On voit que beaucoup d'échangeurs, beaucoup de Bitcoin sortent de ces échangeurs actuellement. On se retrouve sur des niveaux de 2017. Alors il faut vraiment comprendre qu'on est beaucoup plus nombreux sur ce marché aujourd'hui, donc on l'était beaucoup moins avant. Mais si vous voulez, le supply disponible sur les échangeurs, et nos échangeurs préférés, on va d'ailleurs en parler dans cette vidéo vis-à-vis de Binance, eh ben, c'est un peu la disette. Voilà, j'ai envie de parler comme ça, c'est un petit peu la disette de Bitcoin et de crypto-monnaies sur les échangeurs. Et c'est pas une mauvaise chose, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette volatilité, si vous voulez, spéculative, se fera de toute manière dans les deux sens, et peut se faire dans les deux sens, que ce soit à la hausse ou que ce soit à la baisse. Voilà, on continue avec également une petite charte très intéressante. Vous avez quand même une petite poche ici de liquidité, je l'ai retrouvé d'hier sur le Discord, hein, sur Analyse Graphique, donc merci à vous de le partager. Voilà, proche des 28 000 $, ou très proche des 28 000 $, c'est ici que je prendrai un TP numéro 1, donc je me dis que c'est pas complètement irrationnel, hein. Si on m'offre la possibilité de prendre un TP ici, je prendrai un TP, je remonterai mon stop au niveau de ma neutralité, et ce sera un stop profit ici, et ben ce sera très bien. Mais pour l'instant, nous n'y sommes pas, et d'ailleurs on se dégrade un tout petit peu en ce début de journée. Mais est-ce que c'est grave? Non, ce n'est pas grave, hein. C'est le marché, il fait bien ce qu'il veut actuellement, il ne fait strictement rien de toute manière. J'aimerais vous parler de 3 choses. La première chose, c'est ceci. BTC le 12 mai, le scénario infernal qui ramène Bitcoin à 23 900 $. Donc ça permet en fait d'accentuer ma vision, d'accentuer mon discours et mon narratif, qui fait que c'est très évident finalement de se retrouver à 24 000 ou à 25 000 $. Il l'explique très bien avec un Edel Schudel et Paul Tété Paul ici qui a été confirmé. On va chercher les 23 900 $. Ici le cours du Bitcoin par rapport à des fractales. Vous avez ici également, je ne sais plus ce qu'il disait, par rapport au billet institutionnel, voilà, EMA 9, EMA 18, ce scénario se met en place, on pourrait rejoindre le prochain support des 25 000 $. Bon, en gros, pour les bears, vous avez un objectif de 25 000 $, et honnêtement, c'est difficile à jouer. C'est très difficile à jouer parce que où est-ce que vous mettrez votre stop? C'est toujours la même chose, généralement c'est au-dessus de la précédente structure. Je vais tout effacer ici, on va reprendre une autre petite charte peut-être un tout petit peu plus propre. Hein. Je vais essayer de la trouver comme ça, on va juste enlever ça, on va juste enlever ça. Voilà, comme on la joue, c'est assez difficile à jouer finalement pour aller chercher les 25 000 $. On peut regarder si sur un ratio de 1 pour A ça fonctionne. On va le regarder de suite. Ouais, on est à côté quand même. Hein. Ratio de 1 pour 1, c'est... Au moins, ceci étant dit, au moins on l'a. Vous savez qu'on avait parlé d'une invalidation hier. Si on venait chercher les 28 300 $, c'était invalidation pour les bears. Bon bah ouais, donc c'est éventuellement jouable. Personnellement, je ne joue pas ce type de choses, mais ça peut être intéressant. Si on va chercher au-dessus de la précédente structure, logiquement vous êtes... alors logiquement, on ne devrait pas revenir déjà au-dessus si c'était bear. Hein. Si c'est bear, on ne peut pas revenir au-dessus des 28 320 $. En même temps, le Bitcoin fait bien ce qu'il veut, mais si on va rechercher un billet institutionnel là-dessus, ça ferait quoi? Je le fais avec vous, mais voilà, c'est plus mon scénario, ça. Si on devait transpercer les 25 000 $, je pense qu'on irait plutôt dans ce sens-là et chercher des déséquilibres du marché, voire un peu plus bas sur les 20 500 $. Pourquoi? Parce qu'il y a des gaps AME qui sont en train de nous attendre ici. Alors c'est la même bonne question, vous le voyez tourner sur Twitter. Est-ce qu'on va d'abord chercher le gap des 29 000 $ ou est-ce qu'on va d'abord chercher le gap des 20 000 $ ou des 21 500 $ ou des 21 300 $? La question reste ouverte, faites votre choix. C'est jouable, bien évidemment, que ce soit à la hausse comme à la baisse, mais la tendance de fond est haussière sur des timeframes en weekly. Donc personnellement, je ne m'aventure que très rarement contre tendance, Donc tous les creux, en fait, sont menés à être achetés. C'est ça le bon sens. Hein, on doit suivre la tendance et tous les creux doivent être achetés et on est en train de nous préparer à un creux. Donc si on doit aller un petit peu plus loin pour aller chercher une 5 parce qu'on a une ABC avec 5 vagues pour aller chercher cette fin de C, etc.,
Il n'y a pas de problème avec ça, hein. Il n'y a aucun souci. Mais par contre, attention aux frustrations. Si vous êtes sorti de ce marché dans l'espoir en fait de racheter un tout petit peu plus bas, c'est extrêmement dangereux. Il faut toujours le savoir. Parce que qu'est-ce que vous faites si on fait ça? Non, c'est pas invalidé, il n'y a pas de problème. Il faut pas qu'on vienne... D'accord. Et si on fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Bah moi, je voulais juste acheter ici. En fait, je voulais acheter à moins, je sais pas, moins 6%, moins 5%. Sauf que le cours, il vient de reprendre 30%. Faites attention à ces formes de frustration. C'est pour ça qu'il y a toujours une grande partie investissement et une toute petite partie de votre capital de trading ou d'investissement qui est utilisé pour le trading si vous voulez jouer sur ces toutes petites time frames. Donc faites attention à ces frustrations parce qu'elles sont très dommageables pour le psychique et pour le psychologique. On va passer sur Glasswatch, j'ai bien aimé ça puisque on retrouve des mêmes fractales par rapport à 2019. Actuellement, nous sommes dans le jaune, la dernière fois on était parti dans le vert. Bah vas-y, hein, go l'accélération, moi ça me dérange pas du tout de l'observer. Si on prend l'adresse des balances, les balances, enfin les adresses de plus de 10 000 bitcoins, c'est assez ressemblant de ce qui s'était passé en 2018. Regardez ici, vous aviez en fait une espèce de mouvance haussière, si vous voulez, une espèce de trend haussière. Bah, c'est exactement ce qu'on est en train d'observer ici. Et puis une fois, ça s'est complètement effondré. Ah bah oui, bah si ça s'effondre, ma foi, est-ce que les baleines vont décider d'aller plus bas que terre? C'est pour ça que, je le dis, je le rappelle, je pense que soit on n'ira pas, soit on ira beaucoup plus bas. Parce que si les baleines lâchent, ça fera très très mal, pour être tout à fait honnête avec vous. Actuellement, rien ne nous l'indique. Généralement, on le subit, hein. Pour le coup, j'y étais à ce moment-là, on n'a pas compris d'où ça venait, hein. Je vous le dis franchement. Hein. On était un petit peu dans cette même idée, si vous voulez, on n'était pas forcément là, on était plus ici. Si j'arrive à m'en souvenir, peut-être qu'on pourrait retrouver des vidéos sur YouTube vis-à-vis de cette situation-là. C'est toutes les news sont passées, il n'y a plus de mauvaises nouvelles. Hein, on parlait de MTGOX, on parlait de Bittrex, on parlait de tout ça. Il n'y a pas vraiment eu de très mauvaises nouvelles par rapport à cette chute-là. C'était peut-être une accumulation de quelque chose, un trop plein d'émotions peut-être, qui a fait que le marché en a décidé autrement et qui est parti plus bas que terre. Et c'est peut-être ça aussi qu'on a derrière la tête, hein, c'est ce fameux raz-de-marée baissier, cet effondrement baissier qu'on pourrait éventuellement essayer d'encadrer. Dès lors, vous attendez quoi? Une reconsolidation, une structure, et on peut se positionner là sur la structure. Il n'y aura pas d'autre chose à faire et notre portefeuille aura pris moins 50%. Il faut juste en être conscient. Je ne dis pas que je le joue, je dis juste que je le subirai et que je prendrai comme une opportunité. Et en quoi cela serait pour moi une opportunité? Donc faites attention, hein, par rapport à cette contraction au niveau de la volatilité, puisqu'on a tendance à penser que plus la volatilité se contracte et plus on a tendance à faire de leviers importants et plus on se fait très malmener. Et je dis bien très malmener. Donc on pourrait avoir cette petite forme de fractale. Comment ça pourrait éventuellement se définir si on devait prendre un narratif? Bah, c'est peut-être la chute de Binance. Ça commence un petit peu à tourner sur les réseaux, etc. Et vous avez raison. Vous avez beaucoup partagé ça sur Discord, etc. Aujourd'hui, Binance, c'est passé à 62% de toutes les crypto-monnaies qui sont actuellement sur les échangeurs. C'est énorme. Un mastodonte. Si on prend le cas de FTX, et vous avez raison de le rappeler, c'était 5% du supply. 5% du supply représentait FTX. Et voilà ce que ça a fait. Aujourd'hui, si vous prenez Coinbase, bah grosso modo, c'est 6, 7, 8%. Aujourd'hui, on repasse à 5% au niveau de Coinbase, malmené par rapport à la SEC et par rapport à tout ça. Vous avez Crypto.com, on les voit plus. Vous voyez MEX, ça c'est MEX, je sais plus ce que c'était MEX. Je pensais que c'était un échangeur décentralisé, mais pas du tout. En fait, c'est plutôt un gros truc qui a un petit peu perdu de la voilure et qui repart à 5%, bien sûr, au bénéfice de Binance. En gros, vous comprenez bien que dans ce cas de figure, vous savez ce que les Américains n'aiment pas, bah c'est les trusts. Hein, ils n'aiment pas l'hyperconcentration l'hyperconcentration du marché, l'hyperconcentration de la demande, l'hyperconcentration de je fais ce que je veux puisque je détiens plus des 2/3 du marché, si vous voulez. Et c'est peut-être aussi pour ça, il faut juste le comprendre également et ouvrir son esprit dans ce sens-là, que si les Américains mettent autant de bâtons dans les roues à Binance, c'est peut-être aussi à cause de ça. Parce qu'ils sont beaucoup trop gros. Et ce qui est trop gros a toujours un risque systémique. Ils viennent de faire une exception avec JP Morgan. Il faut le savoir qu'aux États-Unis, il y a une loi qui empêche les banques de détenir plus de 10% des dépôts des Américains. Plus de 10%. Aujourd'hui, JP Morgan, avec le rachat de République, de First Republic Bank, pardon, eh ben, ils ont dépassé ces 10% de dépôts. C'est une exception qui confirme la règle, mais voilà ce qui se passe aux États-Unis. Et dès lors, je comprends que les trop gros sont aussi un danger pour le gouvernement, un danger pour la stabilité, un danger pour tout ce que vous voulez. Et c'est vrai, Binance est un réel danger pour tous les cryptophiles et pour l'univers des crypto-monnaies et des blockchains. Je le dis, je le redis. Est-ce que c'est impossible que Binance
tombe. Non, ce n'est pas impossible. Rien n'est impossible dans l'univers. Néanmoins, le marché crypto aura beaucoup de mal à s'en relever. Je pense qu'il s'en relèvera, mais je pense que ce sera très long. Et quand je dis très long, c'est potentiellement plusieurs années. Il faut juste le savoir et juste s'y préparer. C'est pas forcément quelque chose à jouer. C'est quelque chose qu'il faut tout simplement essayer de rentrer dans son scénario et qui nous renverrait peut-être sur un Bitcoin en dessous des 14 000 $, vers 12 000 $, voire 10 000 $. Grosso modo, c'est ça. Si Binance tombe, retour à 10 000 $. Dès lors, gardez toujours du cash, parce que ce sera très probablement une opportunité d'une vie. Mais personne ne la considérera comme une opportunité d'une vie. Je peux vous garantir que si on retrouve un Bitcoin sous les 10 000 $, c'est Bitcoin qui on tire la chasse des toilettes, si vous voulez. Or, les fondamentaux même de Bitcoin n'auront jamais été remis en cause. C'est ça qui est très important. À quel moment Bitcoin a à voir avec l'oligarchie de Binance? Rien. Bitcoin était là avant Binance. Bitcoin était là bien avant Binance. Mais par contre, ça risque de faire mal s'il venait à tomber. Donc on ne met jamais tous nos œufs dans le même panier et on ne laisse que le minimum sur les échangeurs. Donc qu'est-ce qu'on fait avec nos crypto-monnaies préférées si on ne laisse que le minimum sur les échangeurs? On va peut-être le balancer sur Ledger. Or, jolie news côté Ledger. Ledger crée le débat avec Recover, son service optionnel de sauvegarde des clés privées. Alors, je rappelle, c'est une option. C'est un service. Il faut bien comprendre quelque chose dans ces entreprises-là, c'est que tout ce qui est acquis précédemment, toute la promesse qui a été faite, généralement, c'est du statu quo. Néanmoins, ils ont parfaitement la possibilité, avec Ledger Live, qui avait déjà beaucoup fait couler d'encre, et par exemple Recovery, qui permet de couper l'adresse en 3, en 4, en 10, actuellement on parle de 3, pour pouvoir l'envoyer dans des entreprises différentes, et puis avec un selfie, avec un KYC, vous pouvez éventuellement retrouver, si vous perdez vos 24 mots-clés, etc. Est-ce que c'est quelque chose de dramatique? Est-ce que c'est quelque chose de volontaire? Est-ce que c'est quelque chose qui devrait être fait pour tous les détenteurs d'une clé Ledger? Non! Pas du tout. C'est un service qui propose par rapport à la maturation du marché actuel. En réalité, je vous le dis franchement, lorsque vous êtes arrivé sur les technologies blockchain, vous y êtes arrivé, vous avez un petit peu entendu parler de Bitcoin, vous avez un petit peu entendu parler des cryptos, peut-être de Dogecoin, peut-être de d'autres cryptos très intéressantes. Et on vous a expliqué, non, ne mets pas tout sur les échangeurs, ne mets pas tout machin, il faut que tu aies une clé Ledger. Et on vous explique avec une clé Ledger, c'est que voilà, tu as une petite clé USB, tu as 24 mots-clés, par contre, si tu perds tes mots-clés, si tu perds ta clé Ledger, tu as tout perdu. Ah oui, et par contre, si on te prend tes 24 mots-clés, il peut tout te voler. Ah oui, mais si... ok. Est-ce que c'est très rassurant, cette histoire? C'est pas très rassurant. Donc en fait, posez-vous cette question et dites-le moi dans les commentaires. Pour la première fois, on vous a parlé de Bitcoin, la première chose que vous avez fait, c'est clairement pas d'acheter une clé Ledger. Vrai ou faux? Posez-vous la question. Au bout de combien de temps vous avez décidé d'acheter une clé Ledger? On vous explique qu'il faut aujourd'hui pas mettre tous ces œufs dans le même panier, on a une perte de confiance vis-à-vis du FTX, on a la chute de Celsius, on a la chute de Terra Luna, c'est compliqué de mettre un doigt de pied dans le marché crypto, il y a un désintérêt qui n'a jamais été aussi élevé aujourd'hui sur les marchés des technologies blockchain, c'est du jamais vu d'ailleurs. Vincent Gall l'a rappelé sur Cryptos, juste ici, je vais essayer de le retrouver, voilà, j'ai bien aimé par rapport au Bubble Index, etc. Donc c'est l'index de la bulle Bitcoin si vous voulez, on l'a vécu 2 fois, on aurait pu le vivre beaucoup plus en 2021. Bon, ça s'est passé différemment par rapport à ce super cycle avorté. Mais aujourd'hui, c'est pas Bubble Index, c'est Gouffre Index, là, on peut l'appeler comme ça peut-être, ou c'est Puits Index sans fond, j'en sais rien. Tout le monde s'en fout de Bitcoin. On peut continuer par rapport à Bitcoin sur Google Trends, c'est du jamais vu. Même en 2018, il y avait plus d'intérêt sur Bitcoin. Il y a moins d'intérêt sur Google aujourd'hui vis-à-vis de Bitcoin qu'il n'y en avait en 2018. Pourtant, on était dans le creux du creux, à moins 83% vis-à-vis du précédent ATH. Oui, c'était bullesque, je vous l'accorde bien évidemment. On reprend par rapport à ceci vis-à-vis de la difficulté Bitcoin, formidable, le hash rate est au plus haut, d'ailleurs ils ont bien raison de se gaver avec le BRC20 puisque les récompenses de transactions n'ont jamais été aussi élevées que ce soit sur Ethereum, que ce soit sur Bitcoin. D'ailleurs on parle maintenant de Dogecoin, on va parler aussi de Tron, on parle aussi de LTC qui reprend un petit peu du poil de la bête. Bon formidable, je suis content pour les mineurs qui prennent un petit peu de liquidité et éventuellement vont pouvoir peut-être avoir un peu plus de trésorerie, donc je suis très heureux pour eux. Pour l'instant, moi, je fais moins de transactions sur les blockchains on-chain, vous comprenez bien l'idée. Et vous avez également aussi, je sais plus ce que c'était voilà, Bitcoin Tweet, ça c'est intéressant par contre de l'observer, j'aime bien je sais pas comment il est fabriqué en fait,
ce petit outil de data analytics. Est-ce que c'est en fait, dès que vous mettez un hashtag BTC par exemple, j'ai pas trouvé en fait le truc, mais plutôt intéressant d'expliquer qu'il y a quand même beaucoup d'échanges en réalité sur Twitter, et on comprend ici que le réseau social des cryptophiles, bah, c'est Twitter. Hein, faut pas se mentir par rapport à ça. Donc si vous êtes cryptophile, bah, téléchargez Twitter puisque tout se passe là-bas actuellement. On espère que Elon Musk ne nous laisseront pas tomber. Je reviens par rapport à Ledger. Hein, je pense que c'est super important parce que c'est un service qui est donc optionnel. C'est un service qui sera donc payant et aller un tout petit peu plus loin. Il parle de 9,99 par mois. Hein. Donc enfin, honnêtement, c'est beaucoup d'argent quand même. Hein. Au bout d'un an, vous avez déjà payé une clé Ledger, hein, et pas la petite d'ailleurs. Donc essayez juste de comprendre ceci. Si vous achetez une clé Ledger et que vous souscrivez à un service payant, quid de la responsabilité? Que se passe-t-il si vous avez mis votre KYC, si vous avez décroché en 3 petits bouts de papier ou en 3 petits bouts vos 24 mots-clés et que vous l'avez lancé dans des partenaires de Ledger complètement opaques, enfin complètement invisibles, on ne peut pas aller chercher les trucs, impossible de faire des recoupements, etc., etc. Vous avez des mots-clés, vous avez des mots de passe, vous avez des machins comme ça. Bon. En fait, les institutions, il faut le comprendre comme ça, sont friands de ce genre de choses. Pourquoi ? Pourquoi les banques, les entreprises, les riches sont très friands de ce genre de choses ? Parce qu'ils ne détiennent pas la responsabilité de ce qui va être fait avec ce bout de papier. Dès lors, si ça ne marche pas, s'il y a un bug dans la matrice, s'ils se font hacker, Ledger, s'ils se font, comment on dit ça, pirater, s'ils se font hacker, s'ils se font tout ce que vous voulez, eh bien très probablement que ces riches personnes sur la planète, que ces institutionnels vont d'abord te prendre ta boîte. Eh ouais, eh oui, tu payes. Tu nous as proposé un service dit payant, dès lors les responsabilités sont à celui qui fournit le service. Moi je suis le client, donc je ne suis pas responsable d'un service que j'ai payé. Si je peux pas te prendre ta boîte, je te prends ton argent. Et si je peux pas prendre ton argent, je te prends ta maison. Et si je peux pas prendre ta baraque, je te prends ta vie. Eh oui, c'est comme ça que ça se passe, en réalité. Peut-être pas physiquement, mais socialement, je te prends ta vie. Pour être tout à fait honnête avec vous. Et c'est en ça, en fait, que c'est plutôt une bonne chose que Ledger lance ce service. Et je vous le dis et je le rappelle, je l'ai vu passer sur Twitter et je l'ai vu passer sur le Discord, nous ne sommes pas concernés. Les bitcoiners maximalistes, anarchistes de la décentralisation ne sont pas concernés. Mais posez-vous juste cette question. Est-ce que vous pensez vraiment que 90% de la population souhaite cette décentralisation ? Posez-vous juste cette question. On n'est pas prêt. Le monde n'est pas prêt. Nos pays et nos institutions ne sont pas prêtes à cette forte décentralisation. Je ne dis pas que ça ne va pas évoluer dans le bon sens dans les 15 ou 20 prochaines années. Je dis juste qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts. Et Ledger ne doit pas faire en fonction de la vision de demain, si vous voulez, par rapport à une hyper décentralisation des usages, de la technologie, de la finance, de tout ce que vous voulez. Et il doit aussi se concentrer à qui sont ses clients d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, les clients de Ledger, en tout cas pour les nouveaux venus, ont un réel frein. Et c'est quoi ce frein-là ? Bah, c'est si je perds mes 24 mots-clés, bah, je ne peux plus avoir mes petites crypto-monnaies. Et si. Donc tout simplement avec cette option, il permet en fait de casser cette appréhension. Je pense que c'est une excellente chose. Mais ne pensons pas que ça va être obligatoire. J'ai vu passer des trucs comme quoi Ledger c'était une belle boîte française, etc. Ils sont en train de trahir toute la technologie. Non, pas du tout. Ils trahissent personne. Ils proposent un service. Ni plus ni moins. Et partez du principe que l'effervescence de l'adoption de masse de nos technologies blockchain, que ce soit de Bitcoin, que ce soit de Ethereum, que ce soit de tout ce que vous voulez, passera de toute manière par la régulation. De toute manière. Il n'y a pas d'adoption sans régulation. N'y pensons pas. Donc s'il n'y a pas de régulation, il n'y aura pas d'adoption, et vous avez raison, bitcoiner maximaliste et tout autre, bah un bitcoin vaudra toujours un bitcoin. Ouais, ok, il a bon dos. À ce moment-là, on va plutôt se diriger sur quelque chose qui rapporte réellement de la valeur, ou qui crée réellement de la valeur. Peut-être repartir sur des actions et quitter ces technologies-là. Donc je milite pour la régulation, je milite pour la réglementation, une réglementation cohérente, avec des compromis, et ce type de choses accompagne une forme de régulation et une forme de réassurance et de confiance par rapport à des nouveaux venus qui ont très peur.
comme nous l'étions, avec un N majuscule, à nos débuts. Rappelez-vous de ça. Je vous souhaite une excellente journée, on se retrouve demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Ciao.